Bienvenue dans ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui de la préparation de la déclaration fiscale du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Je suis Kafila Sayag et je suis consultante chez Sogedev. Donc tout d'abord, avant d'entrer dans le cœur du sujet, nous allons parler du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation. Nous allons rappeler quelques termes, notamment sur leurs critères d'éligibilité et sur l'assiette de dépenses. Ensuite, nous parlerons de la procédure de déclaration à suivre, les manières dont on peut utiliser la créance, et puis les dates à retenir qui sont importantes pour vous. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter notre entreprise. Donc, Sogedev a été créé en 2002. Nous rassemblons jusque-là 80 experts pluridisciplinaires et avons accompagné 700 clients en France en réalisant plus de 4000 missions de conseil. Nous sommes vraiment ancrés dans un système qui est centré sur l'innovation et sur l'accompagnement des entreprises, notamment par la mise en place conjointe avec la médiation des entreprises du référentiel conseil en crédit impôt recherche et crédit impôt innovation. Nous sommes également intégrés de manière active dans des associations thématiques d'entrepreneurs, telles que Croissance Plus, France Digital, le Comité Richelieu ou encore Tech in France. Et enfin, nous intervenons de manière assez active également dans l'évolution du métier de conseil qui est le nôtre, au travers de notre rôle de secrétaire général de l'Association des conseils en innovation. Le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, faisons quelques rappels. Tout d'abord, le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation vont tendre à valoriser deux choses différentes. Le crédit impôt recherche va tendre à valoriser les travaux de recherche et développement menés par l'ensemble des entreprises, tandis que le crédit impôt innovation va lui valoriser les travaux de conception, de spécification, de prototype en vue de l'élaboration d'un produit qui soit innovant sur le marché. Et ce crédit d'impôt innovation, au contraire du crédit impôt recherche, va concerner uniquement les PME au sens communautaire. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est au sens communautaire. On va en parler plus tard. Voilà pour la nature des travaux qui sont sous le regard de ces deux dispositifs-là. Concernant maintenant la finance, pour les dépenses, évidemment, vous allez prendre une assiette de dépenses éligible. Et pour le crédit impôt recherche, le calcul se fera en faisant 30% de cette assiette de dépenses pour une fraction de dépenses allant jusqu'à 100 millions d'euros. Au-delà de ce seuil, eh bien, le crédit d'impôt correspondra à 5%. Il n'y a pas de plafond pour le crédit impôt recherche. Pour le crédit impôt innovation, lui, vous allez faire le calcul en prenant 20% d'une assiette de dépenses éligible et ce montant va être plafonné jusqu'à 400 000 euros de dépenses. En d'autres termes, vous ne pourrez pas réclamer, entre guillemets, plus de 80 000 euros de crédit d'impôt innovation, donc 20% des 400 000 euros de dépenses. Quelle est cette assiette de dépenses qui est éligible? Vous avez des dépenses de personnel, alors à la fois pour le crédit impôt recherche et pour le crédit innovation. Ces dépenses de personnel concernent les gens qui sont affectés aux opérations que vous êtes en train de valoriser, opérations de recherche ou opérations d'innovation. Vous allez pouvoir également intégrer les frais de matériel qui sont évidemment affectés au projet également. Donc, ce sont des matériels du genre ordinateur, si vous êtes en chimie, appareil d'analyse, mais pas tout ce qui est petit matériel de bureau. Vous pouvez également intégrer la sous-traitance. Effectivement, vous pouvez faire appel pour vos travaux à des prestataires. Donc, soit ces prestataires sont publics, et dans ce cas, vous pouvez multiplier par 2 leur facture, soit ces prestataires sont privés. Et dans ce cas, vous devez vérifier qu'ils sont bien agréés au titre du crédit d'impôt que vous êtes en train de demander. Donc, soit au crédit impôt recherche, soit au crédit impôt innovation, soit les deux. Vous pouvez également intégrer les frais de brevet ou des certifications d'obtention végétale. Ensuite, à partir de cette assiette de dépenses-là qui est commune au crédit impôt recherche et au crédit impôt innovation, vous allez devoir faire des déductions. De quoi? De subventions et d'avances remboursables publiques qui viennent aider de manière assez liée et intime les projets que vous êtes en train de valoriser. Et évidemment, si vous avez des subventions qui tendent à vous aider pour une extension internationale, par exemple, mais qui ne soient du coup pas en lien avec votre projet scientifique, vous n'avez pas à le retraiter. Autre retraitement à faire, ce sont les retraitements des factures des prestations de conseil en crédit impôt recherche, que ce soit des cabinets comme le nôtre ou encore des cabinets d'experts comptables ou des cabinets d'avocats. Ensuite, il y a certaines spécificités en lien avec ces deux mesures.
Pour le crédit impôt recherche, il faut faire attention au personnel que vous valorisez, un peu plus que pour le crédit impôt innovation, parce que là, on va vraiment faire attention à leur profil. Ici, dans le crédit impôt recherche, seuls les chercheurs et les techniciens sont valorisables, donc Bac+5 ou Bac+2 minimum. Après, il est vrai que nous pouvons également valoriser des personnes qui sont autodidactes, qui n'ont pas forcément de diplôme, mais il faut pouvoir montrer au travers de leur expérience, par exemple, qu'ils ont toutes les compétences pour mener des travaux de R&D ou pour les assister, en tout cas. Autre spécificité, cette fois-ci en lien avec le crédit impôt innovation, pour le matériel, attention, ici ne peut être valorisé que des dotations aux amortissements de matériel qui est acquis neuf et à partir de 2013. Parce que tout simplement, le crédit impôt innovation a été créé en 2013. Maintenant, pour le crédit impôt recherche, spécificité en lien avec la sous-traitance, il faut faire attention parce que vous ne pouvez valoriser seulement des dépenses inférieures à 3 fois le montant des dépenses internes. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas valoriser 300 000 euros de dépenses de R&D, si vous, de prestations évidemment, si vous en interne, vous n'en faites que 5 000 par exemple. Donc, il faut voilà, en faire assez de dépenses internes pour pouvoir valoriser encore plus de sous-traitance. Dernière spécificité pour le crédit impôt innovation, c'est le fait de pouvoir valoriser des frais de dépôt, de dessin et de modèle, ce que vous ne pouvez pas faire pour le crédit impôt recherche. Enfin, dans le crédit impôt recherche, il y a 2 autres postes de dépenses qui ne sont pas dans l'enveloppe crédit impôt innovation, qui sont la normalisation et les frais de veille technologique. Donc, les frais de veille technologique, ce sont par exemple, les frais d'inscription à des congrès scientifiques, les abonnements à des revues scientifiques qui vont vous aider, vous accompagner dans votre projet de R&D. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Donc, une fois que vous avez bien ciblé les projets qui sont éligibles au crédit impôt recherche ou au crédit impôt innovation ou les deux, une fois que vous avez mis en place votre assiette de dépenses, eh bien, vous êtes prêt pour la déclaration. Comment se fait-elle? Alors, cette déclaration-là, elle va se faire au travers d'un formulaire spécifique au crédit impôt recherche, qui est la déclaration 2069A SD, et qui est juste ici, je vais juste vous montrer, qui est là. Juste petite remarque, cette déclaration va valoir à la fois pour le crédit impôt recherche et pour le crédit impôt innovation. Pourquoi? Parce que le crédit impôt innovation, c'est une extension du crédit impôt recherche. Donc, quand on parle de crédit impôt recherche, souvent, de la part de l'administration, également de manière implicite, on parle également de crédit impôt innovation. Donc, vous allez utiliser le même formulaire pour les deux. Donc, voilà, ce formulaire se présente comme ça. Alors, vous avez l'exercice qui est considéré, le nom de votre entreprise, le numéro de sirène, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés. Donc, tout ça, c'est vraiment des informations que vous connaissez, qui sont plutôt classiques et demandées dans pas mal de formulaires. Et puis ensuite, vous avez une part qui va être vraiment spécifique au crédit impôt recherche, juste ici, dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt. Et là, juste en bas, vous avez toutes les lignes qui vont répertorier les postes de dépenses que je vous ai évoqués juste précédemment. Donc là, vous avez les dépenses de matériel et puis les dépenses de personnel. Sachez qu'il y a 6 pages en fait sur ce formulaire et vous allez avoir tous les postes de dépenses. Vous avez un paragraphe en lien avec les dépenses de recherche, comme ici, ouvrant au crédit d'impôt. Et plus bas, il me semble à la page 3, vous avez les dépenses d'innovation, ouvrant droit au crédit d'impôt. Donc, selon ce que vous êtes en train de déclarer, vous remplissez l'un ou l'autre. Donc voilà, ça c'est vraiment le formulaire très important, obligatoire quand vous faites du crédit impôt recherche de base. À savoir que cette déclaration, crédit impôt innovation, crédit impôt recherche, elle doit être déposée en même temps que la déclaration de solde de l'impôt sur les sociétés que vous faites et qui se fait au travers du formulaire 2572. Donc, non seulement vous devez déposer à la fois la 2069A, mais également le relevé de solde. Et dans ce relevé de solde, vous avez une mention quelque part sur les créances utilisables et reportables. Et dans ce paragraphe-là, c'est la case 31, vous devez relever le montant du crédit impôt recherche. En plus de cela, vous devez également reporter ces montants sur la déclaration 2069 RCI SD. Donc voilà, sur cette diapo, vous voyez la déclaration, on va dire, de base. Donc la 2069A, la 2572 case 31 et la 2069 RCI. Maintenant que vous avez fait ce remplissage de formulaire obligatoire et important, vous allez les déclarer. Comment vous allez faire? Vous avez deux manières, comme pour une déclaration d'impôt classique. Soit vous faites une télédéclaration
c'est ce que nous, on conseille. Soit vous faites un envoi papier. On conseille une téléprocédure tout simplement parce que c'est plus rapide, c'est plus sûr. Vous avez une assurance que les informations que vous êtes en train de remplir sont bien transmises au bon service. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous la conseillons. En outre, vous allez utiliser et remplir ce formulaire une seule fois quand vous faites une déclaration, alors que si vous faites une déclaration de papier, vous devez remplir la 2069A 3 fois. Vous prenez un exemplaire, vous l'envoyez à votre SIE, donc service des impôts des entreprises auquel vous dépendez. Le deuxième exemplaire, il faut l'envoyer au ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le troisième, vous le gardez pour vous. Donc voilà, la déclaration papier va nécessiter 2 envois et 3 remplissages. Donc autant se prémunir de tout ça et faire une téléprocédure, si c'est possible évidemment. Voilà pour la télédéclaration, on va dire, classique et de base. Et ensuite, vous avez des cas particuliers qui vont demander de remplir d'autres formulaires. Quels sont ces cas particuliers ? Si vous avez fait appel, à de la sous-traitance et que vous valorisez ces factures de sous-traitance, vous allez devoir remplir, au-delà des formulaires que je vous ai donnés, la 2069A2, qui est une annexe de la 2069A et qui va tout simplement avoir pour but que de mentionner les entreprises sous-traitantes. Vous allez devoir mettre le nom de leur société, leur numéro de sirène et le montant qui a été calculé, que vous avez calculé pour cette sous-traitance-là. Autre cas particulier, c'est si vous demandez un remboursement immédiat de votre créance. Vous n'êtes pas obligé de demander un remboursement, il peut y avoir une imputation, on va en parler plus tard. Donc, mais si vous demandez ce remboursement immédiat, eh bien vous devez remplir un formulaire qui est la 2573 et qui va reporter tous les crédits d'impôt, donc pas seulement le crédit impôt recherche, mais également par exemple le CICE. Autre cas particulier, c'est si vous êtes une entreprise qui engage plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche. Avec des montants pareils, l'administration veut un petit peu plus de détails dans la soumission de votre demande. Donc, pour cela, vous allez devoir remplir un formulaire qui est la 2069A1, donc là c'est encore une annexe, la 2069, comme vous pouvez le déduire, et qui aura pour but ici de présenter votre projet de recherche ou d'innovation que vous êtes en train de mettre en avant. Parce que l'administration veut faire une première vérification. Et donc, dans ce formulaire-là, vous allez avoir un pan vraiment descriptif et puis un pan un peu plus financier où vous allez parler de vos dépenses de personnel, de matériel, etc. Sur le pan descriptif, c'est vraiment court. C'est vraiment un formulaire assez court, un genre de pré-dossier technique. Mais du fait justement que vous n'ayez pas beaucoup de place, en tout cas vous n'avez pas vraiment de possibilité de vous étendre, je vous invite vraiment à vous concentrer sur les phrases que vous êtes en train de mettre en avant. Ce qui est important, c'est de mettre en lumière les points clés du crédit impôt recherche, c'est-à-dire rencontre d'une problématique technique, une incertitude forte qui ne peut pas être dépassée par l'état de l'art. Donc, il faut vraiment mettre en avant les lacunes de l'existant et qui vont justifier les raisons pour lesquelles vous menez vos propres développements. Enfin, il faut mettre en avant des avancées techniques et non seulement à votre échelle. Donc, bien sûr, dire que vous avez réussi tel ou tel objectif, que vous avez rencontré également des échecs. Ça peut être quelque chose de complètement valorisable. Mais il faut également prendre du recul sur vos travaux et dire en quoi vos travaux ont pu apporter des connaissances générales sur lesquelles vous pourriez communiquer au travers de conférences ou d'articles scientifiques et qui pourraient être profitables à la communauté. Donc voilà, je dirais qu'il y a 3 choses. Rencontre de verrous forts, dépassement d'état de l'art, avancée générale. Voilà. Maintenant, si vous n'engagez pas de plus de 100 millions d'euros, vous n'avez pas besoin de fournir toutes ces informations-là. Ensuite, autre cas particulier, c'est si vous êtes créé de moins de 2 ans et que vous demandez le remboursement. Dans ce cas-là, en même temps que les formulaires que je vous ai présentés au préalable, donc la 2069A, vous devez de manière spontanée, on va dire, envoyer quelques éléments justificatifs. Alors, ce ne sont pas des éléments justificatifs techniques qui sont demandés pour le moment, ce sont plus des éléments financiers, à savoir des factures de matériel que vous avez mis en avant, la DADS pour justifier vos dépenses de personnel. Après, c'est vrai que
Nous, ce qu'on voit, c'est que l'administration fiscale n'a pas de retour négatif sur le fait de ne pas envoyer ces éléments-là au moment où vous faites votre déclaration. De toute façon, c'est vrai qu'avec ces profils-là, quand vous êtes très jeune et que vous demandez le remboursement, il y a beaucoup de chances que vous ayez une demande d'information de l'administration. Donc, de toute façon, généralement, vous allez recevoir cette demande-là de la part de l'administration, à savoir envoyez-moi les factures, pourquoi vous valorisez au crédit impôt recherche ou au crédit impôt innovation, etc. Donc, soit vous, voilà, c'est un choix à faire, soit dès la déclaration, vous préparez déjà les documents et puis vous les envoyez en même temps, soit vous attendez la demande de l'administration fiscale. En tout cas, ce qui est bien, c'est de garder à l'esprit qu'il est nécessaire d'avoir tous ces documents en interne. Comme ça, dès que vous avez la demande d'info, eh bien, vous êtes déjà prêt et plus vous allez être prêt rapidement, plus vous allez avoir votre remboursement rapidement également. Maintenant, comment utiliser la créance de crédit d'impôt que vous avez calculée? Alors, crédit impôt recherche ou crédit impôt innovation, soit vous faites une imputation sur votre impôt, donc sur l'impôt des sociétés. Donc, cette imputation doit être faite au titre de l'année de valorisation des dépenses de recherche et développement. Elle doit se faire au moment du paiement de solde de l'impôt. Et attention, pour les clôtures en décalé, l'imputation se fait sur l'impôt qui est dû au titre de l'exercice qui contient le 31/12 de l'année civile concernée par les dépenses. Donc, il faut vraiment faire attention pour les clôtures décalées. Quand vous clôturez le 31 décembre, il n'y a aucune question à vous poser, de particulier en tout cas par rapport à ça. Si vous ne pouvez pas, par exemple, imputer, alors si par exemple vous n'avez pas d'impôt sur les sociétés tout simplement, ou si vous avez une créance de crédit d'impôt qui reste après l'imputation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit vous pouvez demander un remboursement immédiat, mais là il y a plusieurs conditions pour pouvoir le faire, je vais vous les présenter juste après. Soit vous pouvez mobiliser la créance auprès des établissements de crédit, soit vous pouvez utiliser cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés pour les 3 années suivantes. Donc en imputation. S'il reste une créance à l'expiration de cette période de 3 ans, eh bien, vous pourrez demander le remboursement de cette créance de manière automatique, sans condition particulière. Je vais vraiment maintenant me concentrer sur la possibilité de remboursement immédiat de la créance parce que c'est vraiment quelque chose qui vous concerne et qui vous intéresse, ce qui est complètement normal. Donc, comment demander le remboursement immédiat de la créance et quelles sont les conditions? Donc, les conditions sont les suivantes. Soit vous êtes une PME au sens communautaire. Donc, qu'est-ce que c'est une PME au sens communautaire? Déjà, une PME, c'est il faut que votre entreprise ait moins de 250 salariés et qu'elle ait fait au titre d'exercice moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et moins de 43 millions d'euros de bilan. Donc ça, c'est une PME quand on se concentre sur votre entité à vous. Au sens communautaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez englober la communauté qui vous entoure, c'est-à-dire toutes les sociétés qui sont partenaires ou liées. Si vous êtes détenu à plus de 25%, ou que vous avez des taux de tension à plus de 25%, vous allez devoir agréger de manière partielle ou totale ces chiffres que je vous ai donnés. Donc, les nombres de salariés et le chiffre d'affaires. Effectivement, juste à votre échelle, vous pouvez vous dire, bon, ça va, je suis largement PME, j'ai moins de 250 salariés, je suis moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Mais il suffit de très peu, il suffit que vous ayez une société mère qui soit énorme et déjà votre statut PME sans communautaire est perdu. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Non seulement c'est important pour demander le remboursement immédiat, mais en plus c'est important pour déclarer du crédit impôt innovation parce que vous ne pourrez déclarer du crédit impôt innovation que si vous êtes une PME au sens communautaire. Sinon, eh bien, vous ne pourrez déclarer que du crédit impôt recherche. Deuxième condition, enfin autre condition, si vous n'êtes pas une PME au sens communautaire, vous pourrez quand même demander le remboursement immédiat si vous êtes une jeune entreprise innovante. Et qu'est-ce que c'est une jeune entreprise innovante? C'est une entreprise qui est jeune, donc qui a moins de 8 ans, qui est détenue à plus de 50% par des personnes physiques ou des sociétés de capital risque, par exemple, qui est créée ex nihilo. Ça veut dire qu'il n'est pas issu d'une concentration, restructuration d'activités préexistantes et qui critère très important, qui doit montrer qu'elle fait 15% de dépenses de R&D par rapport aux charges totales de l'entreprise. En d'autres termes, si vous faites que du crédit impôt innovation, donc si vous ne faites que des travaux d'innovation, vous n'êtes pas considéré comme jeune entreprise innovante. C'est vrai que le nom peut être trompeur, mais en fait, une jeune entreprise innovante, c'est une entreprise qui fait au moins 15% de R&D par rapport à toutes ses activités totales. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Maintenant, si vous n'êtes pas une PME au sens communautaire et que vous n'êtes pas une jeune entreprise innovante, vous pouvez quand même demander un remboursement immédiat. Si vous êtes une entreprise
nouvelle. Une entreprise nouvelle, c'est une entreprise qui a moins de 5 ans, qui est détenue à plus de 50% par des personnes physiques et qui est également créée ex nihilo. Enfin, dernière condition pour demander le remboursement immédiat, ce que je ne vous souhaite pas, c'est quand vous faites l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. Dans ce cadre-là, après cette procédure, vous pouvez demander le remboursement immédiat pour aider justement, vous aider, parce que vous êtes déjà dans une situation très difficile. Maintenant, les dates à retenir, importantes pour conclure ce webinaire. Tout d'abord, chose importante, je l'ai déjà un peu mentionné, c'est que le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation va se calculer sur l'année civile et donc indépendamment de la date de clôture de l'exercice fiscal. Par exemple, si vous avez si vous clôturez le 31 décembre, voilà, vous n'avez votre exercice court du 1er janvier au 31 décembre 2016 et votre crédit d'impôt recherche est calculé sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà, vous vous en fichez. Si en revanche, vous clôturez le 30 septembre 2016, par exemple, votre exercice court du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, eh bien, dans ce cas, vous avez deux questions. Est-ce que je mets en avant le crédit impôt recherche de l'année 2015 ou de l'année 2016? Parce que j'ai les deux. Eh bien, vous allez mettre en avant le crédit impôt recherche de l'année 2015 parce que tout simplement, dans l'exercice que vous êtes en train de considérer, le 31/12 correspond à l'année 2015. J'espère que j'ai été claire. Si ça peut être le cas, vous pouvez m'écrire ou m'appeler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est un truc à faire attention quand vous êtes en clôture déclarée, c'est ce chevauchement. Autre date importante, c'est que, comme je vous l'ai dit, cette déclaration crédit impôt recherche, crédit impôt innovation doit être déposée en même temps que le solde de l'IS. Et en fait, vous avez, donc si vous clôturez le 31 décembre, vous avez jusqu'au 30 avril, donc jusqu'au 15 mai pour la déclaration, pour la date limite de soumission du formulaire 2069A. Et si vous déclarez, si vous avez un exercice fiscal qui clôture en décalé, vous avez 3 mois et demi en gros. Donc par exemple, si vous clôturez le 31 mai, la date limite de déclaration est du 15 septembre. Si vous clôturez le 30 juin, la date limite est du 15 et au 15 octobre, si vous, etc. Dernière date à retenir, ou en tout cas information temporelle à avoir en tête, c'est que le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, comme tous les autres crédits d'impôt, ce sont des mesures déclaratives. Donc vous déclarez un montant, mais vous avez et vous allez avoir une acceptation de l'administration ou un refus d'ailleurs. Mais en tout cas, sachez que l'administration a un droit de reprise 3 ans après l'année de déclaration du crédit impôt recherche. Donc si vous déclarez un crédit impôt recherche 2015 et que vous le déposez du coup en 2016, eh bien sachez qu'il est contrôlable jusqu'au 31/12/2019, donc 6 plus 3, 2019. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et pour être serein, eh bien pendant 3 ans, eh bien d'une part, il faut bien identifier les projets qui sont éligibles selon les critères qui définissent le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, et il faut préparer tous les documents nécessaires. Donc à savoir les documents financiers, les documents techniques. C'est ce dernier point, comment préparer une demande d'info, justement, ça va être le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu le 27 mars et dont le sujet est les bonnes pratiques à mettre en place pour anticiper un éventuel contrôle fiscal, crédit d'impôt recherche et crédit d'impôt innovation. C'est vraiment très important. Ça fait vraiment suite à la déclaration, c'est la préparation de demande d'info, surtout si vous demandez par exemple des remboursements. Donc je vous invite grandement à suivre ce webinaire. Maintenant, sachez que la synthèse de tous nos webinaires vous est envoyée par mail et maintenant je vous invite à poser toutes les questions que vous avez. On a une dizaine de minutes. Je vous remercie. Je vous écoute. Alors, comment intégrer les dépenses de R&D dans le cadre de travaux de prestations réalisés par des entreprises étrangères? Merci. Alors, vous pouvez effectivement intégrer des dépenses de R&D, des dépenses de prestations quand c'est prestataire étranger, mais il faut qu'il soit dans l'Union européenne. Et donc, alors déjà, il faut qu'il fasse partie de l'Union européenne, en tout cas de l'espace économique européen. En revanche, donc deuxième critère, c'est qu'ils doivent soit être publics, et dans ce cas, il n'y a pas de problème, soit ils doivent avoir un agrément. Donc, vous demandez l'agrément
soit via l'administration fiscale française, soit via l'administration fiscale du pays en question, parce que certains pays ont également des crédits d'impôt recherche, ont des procédures qui sont un peu équivalentes aux nôtres, et ils peuvent demander un agrément qui soit valable dans leur pays et qu'on peut valoriser en France. Nous, c'est vrai qu'en général, on demande un agrément pour les sociétés étrangères en demandant un avis de l'administration française. Faut-il se déclarer GUI tous les ans? En fait, vous pouvez vous auto-déclarer GUI. Il n'y a pas nécessité de demander, obligation de demander à l'administration fiscale d'être GUI. Néanmoins, je vous le conseille fortement parce que quand vous demandez à être GUI, déjà, il faudrait vérifier à chaque clôture d'exercice que vous respectez tous les critères qu'il faut, que je vous ai dit, 15% de R&D surtout, que vous avez toujours moins de 8 ans, que votre détention capitalistique est bien conforme à ce qu'il faut, et que vous êtes encore une PME à chaque clôture d'exercice. Une fois que c'est fait, certes, vous pouvez vous autodéclarer. Du coup, quand vous êtes autodéclaré, qu'est-ce que c'est comme avantage? C'est que vous avez 50% des charges patronales que vous ne payez pas, et qu'en plus, vous avez une exonération d'impôt les 2 premières années du statut GUI. Du coup, c'est très avantageux, mais néanmoins, si vous ne prévenez pas l'administration, vous avez un risque. Quel est-il? C'est que les URSSAF peuvent venir vers vous et vous dire mais pourquoi vous ne payez pas toutes les charges qui m'incombent? Et vous leur dites bah, moi je suis un GUI, et eux ne vont pas vous croire sur parole. Ils vont dire mais est-ce que vous avez un avis d'administration fiscale? Donc eux vont vouloir une validation de l'administration fiscale. Donc c'est la raison pour laquelle certes ce n'est pas obligé de demander un rescrit, on appelle ça un rescrit, donc une demande d'avis d'administration fiscale pour le GUI, mais c'est fortement conseillé parce que vous avez de grandes chances que les URSSAF reviennent vers vous. Donc autant la demander avant chaque clôture d'exercice. Vous envoyez un rescrit, c'est-à-dire vous envoyez un dossier technique qui va mettre en avant le projet que vous êtes en train de valoriser et tous les autres critères. Et vous allez avoir un retour d'administration. Soit positif, et dans ce cas-là, vous n'avez pas de problème, soit négatif, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des recours en essayant de répondre aux questions de l'expert, par exemple. Alors, pouvez-vous me donner des exemples de dépenses considérées comme R&D? Je comprends pas trop la question, à vrai dire. Par exemple, des exemples. Alors, par exemple, vous êtes en train de faire un projet de chimie, vous avez des techniciens de chimie, des techniciens analystes, et vous avez aussi des chercheurs qui vont analyser les résultats. Ils ont des salaires, ces personnes-là, et donc vous allez valoriser leur salaire, c'est-à-dire que vous allez prendre leur salaire et vous allez le proratiser au temps passé. Si le technicien a passé 50% de son année sur le projet, vous allez prendre 50% de son salaire annuel. Donc voilà, ça c'est la dépense de personnel. Le matériel, vous allez prendre sa dotation aux amortissements. Combien il vous a payé ce matériel, combien vous avez payé ce matériel qui est affecté au projet. Donc un matériel, un appareil d'analyse par exemple, un ordinateur, si vous êtes en informatique. Voilà, donc tout ça c'est le dépense de R&D, des veilles technologiques, des participations à des conférences par exemple, les sous-traitances. Si vous avez fait appel à un sous-traitant qui va mener à bien un projet qui est indispensable à votre projet vous en interne, qui vous apporte tous les éléments nécessaires pour lever votre problématique, eh bien vous allez prendre des factures parce que vous émettez ils vont émettre des factures et vous les payez ces gens-là. Eh bien ce que vous les payez, vous allez le mettre dans l'assiette de dépenses. Donc ça par exemple, c'est des dépenses considérées comme R&D comme vous dites. Si on fait un rétroactif des crédits impôt recherche sur 3 ans et qu'on les déclare en 2018, sont-ils soumis aux 3 ans de contrôle derrière? Effectivement, c'est bien ça. En fait, c'est à partir du moment où vous déposez, vous regardez 3 ans en arrière et vous avez une possibilité de reprise de l'administration. Comment une demande d'information se déroule? Eh bien, vous avez une demande d'information effectivement qui peut être faite à partir du moment où vous avez plus de chances d'ailleurs d'avoir une demande d'information quand vous demandez un remboursement. Tout simplement, comment ça se déroule? Eh bien, vous allez faire votre déclaration, vous allez demander un remboursement et vous allez avoir
un courrier de l'administration probable qui va vous demander mais pourquoi vous êtes en train de valoriser du crédit impôt recherche et du crédit impôt innovation, montrez-nous que vous êtes éligible. Et dans ce cas-là, ils vont vous demander à la fois un dossier technique en général et un dossier, disons, financier avec les feuilles de salaire, comment vous avez fait calcul, les factures de matériel, etc. Dans le dossier technique que vous allez envoyer, vous allez avoir, par exemple, à mettre en avant le projet de R&D que vous êtes en train de valoriser. Donc là, je vous invite énormément à regarder des critères d'éligibilité parce que c'est vrai que on a tendance à parler de ce qu'on fait sans pour autant mettre en avant les critères importants pour aux yeux de l'administration. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle est la problématique que j'ai rencontrée? En quoi mes travaux sont originaux et ne relèvent pas du savoir-faire classique? Comment j'ai participé à l'avancement d'état de l'art général, quels sont mes résultats et comment j'ai pu, voilà, je peux apporter quelque chose qui soit profitable à la communauté. Dans le cas du crédit impôt innovation, c'est différent. Là, vous êtes en train de mettre en avant un produit qui est innovant sur le marché. Et dans ce cas, ce qui est important de mettre en avant dans votre dossier technique, c'est évidemment la description de votre produit et dire la raison pour laquelle elle est innovante, la raison pour laquelle elle est différenciante sur votre marché. Vous avez plusieurs critères pour montrer une différenciation. Il faut qu'elle soit différente, soit par les performances techniques qu'elle propose, les performances fonctionnelles, des performances ergonomiques ou des performances d'éco-conception. Une fois que vous avez mis en place ce document technique et que vous avez voilà, récupéré toutes les informations demandées, les CV également, CV et diplôme du personnel que vous êtes en train de valoriser. Vous envoyez tout à cette administration. En général, elle vous laisse 30 jours, voire 60 si vous avez besoin de temps. Et puis, une fois qu'elle reçoit ça, elle va l'étudier. Alors, soit elle va l'étudier au sein, voilà, l'inspecteur, c'est l'inspecteur administratif des impôts qui va analyser votre dossier et qui va être en mesure de dire oui, ça m'a l'air d'être vraiment éligible au crédit impôt recherche, au crédit impôt innovation, je vous accorde le remboursement. Soit elle préfère demander l'avis d'un expert. Sachez que cet expert-là, c'est quelqu'un qui a un HDR, c'est-à-dire une habilité à diriger les recherches, qui est un chercheur en général, qui est expert dans votre domaine. Donc, c'est pour ça que dans le dossier technique, il y a un pan, certes, où vous allez vulgariser les informations pour que l'inspecteur soit en mesure de comprendre ce que vous dites, mais vous ne devez pas non plus hésiter d'ajouter de la pure technique pour l'expert derrière qui va analyser votre dossier. Et puis voilà, l'expert va ensuite émettre un avis, positif ou négatif, le ramener à l'inspecteur, et puis l'inspecteur va revenir vers vous. En général, il va s'aligner sur l'avis de l'expert pour vous dire si c'est OK ou si c'est pas OK. Si c'est OK, vous avez le remboursement. Et si c'est pas OK, eh bien, vous avez des recours. Vous pouvez répondre aux remarques et demander une deuxième expertise, par exemple. C'est vrai que ça peut durer un bout de temps. Donc, mieux votre dossier sera préparé, plus vite vous allez avoir de remboursement. Ça peut être très rapide, ça peut prendre un mois comme ça peut prendre 6 mois. On peut alors, pardon, j'ai pas lu la question. Peut-on percevoir le CIR sans aucune demande de la part de l'administration? Oui, effectivement. En fait, comme c'est une mesure déclarative, l'administration peut être en mesure de vous accorder le remboursement sans aucune vérification. Mais sachez que pendant 3 ans, vous avez un risque de demande. Bonjour, pouvez-vous préciser avec un peu plus de détails ce qui rentre dans les projets d'innovation? Ce qui rentre dans les projets d'innovation. J'imagine que vous parlez des postes de dépenses ou de la nature des activités. En gros, la nature des activités plutôt, je pense. La nature des activités, c'est, alors vous êtes en train de concevoir un produit qui est innovant. Donc déjà, c'est le critère de base, hein, différenciation par rapport au marché. Ce que vous prenez en compte, c'est le temps qui est passé aux spécifications, à la conception de maquettes, aux prototypes. Parce que quand vous faites un produit, il y a plusieurs prototypes. Les validations, les expériences, les essais, et donc tout ce temps passé par soit les techniciens, soit des chercheurs, n'importe quelle personne qui va participer de manière active et technique à l'élaboration de ces prototypes, de ces maquettes, de ces dessins. Voilà, donc tout ce temps-là passé, de près ou de loin, mais pas trop de loin non plus quand même, de près assez technique par rapport à l'élaboration de ce produit, vous pouvez le mettre en avant. Ici, on va écarter par exemple tout ce qui est marketing. C'est vrai que ça, ça ne va pas intervenir dans le prototypage typiquement. Donc tout ce qui est marketing ou stratégie de commercialisation par exemple, ou stratégie de communication, marketing, commerce. En gros, ne le valorisez pas au crédit impôt innovation parce que ça peut être très risqué.
Voilà ce qui rentre dans les projets d'innovation. Sous quelle forme? Sous forme de dépenses de personnel, donc tout ce temps passé par les chercheurs, les techniciens, forme de matériel également, si vous avez utilisé vos ordinateurs, ce logiciel, cette table expérimentale pour faire vos essais, cette machine, vous prenez les frais de matériel également pour valoriser les projets. Alors, est-ce que le temps passé lors de réunions internes de lab meeting, donc sujet de discussion R&D éligible, non. En fait, effectivement, tout ce qui est un peu lié de manière assez lointaine au projet technique, c'est-à-dire toutes les activités qui vont avoir pour but de lever les problématiques, eh bien, vont être difficilement valorisables. En gros, tout ce qui est valorisable, c'est en R&D, c'est ce qui va mener à la levée du verrou. Donc, par exemple, quand on parle de veille technologique, si vous assistez à une conférence qui vous donne les informations nécessaires à la levée de la problématique, c'est quelque chose qui peut être valorisable. Mais discuter dans une réunion de certains axes de R&D, disons que c'est plus de la recherche en amont, de la recherche bibliographique qui va accompagner le projet. Mais voilà, ça peut être un peu difficile. Après, effectivement, vous pouvez toujours le valoriser en disant que c'était une réunion de réflexion et de mise sur papier de certaines idées, par exemple. Mais si c'est organisationnel, genre on va mettre telle personne sur tel temps, on va voilà notre planning, ça par exemple non. Alors, existe-t-il, des aides d'accompagnement pour remplir la déclaration des crédits impôt recherche, crédit impôt innovation? Donc, si vous n'avez pas de directeur financier ou d'expert comptable qui peut vous aider à faire ça, vous pouvez tout simplement, effectivement, nous demander. Nous, par exemple, on peut vous aider à le faire. Vous pouvez également demander, vous savez, dans les services impôts, vous avez des services qui viennent aider, que ce soit vous, au terme personnel, quand vous payez vos impôts, ou également à l'échelle d'entreprise, vous pouvez demander un certain service d'accompagnement. Après, c'est vrai que ça peut être difficile. Et puis la déclaration CIRC2I, une fois que vous faites votre déclaration de résultat, normalement, elle est faite par vous ou par votre expert comptable. Il est en mesure de faire cette déclaration CIRC2I. C'est quelque chose qui connaît. Et s'il ne le connaît pas, il peut se renseigner au travers de la synthèse du webinaire que je vais vous envoyer ou nous appeler. Voilà, parce que en gros, la seule spécificité du crédit impôt recherche, c'est la 2069A. Tout le reste, votre expert comptable ou votre DAF connaît. On a vraiment eu beaucoup de questions. Je vais arrêter là, mais on va vous recontacter et n'hésitez pas vous à nous appeler ou nous envoyer des mails pour répondre aux questions que j'ai pas pu traiter là. Je vous remercie en tout cas pour l'attention que vous m'avez accordée et pour le temps consacré. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.